Jean-Paul Gandolfo, vous avez été responsable du laboratoire photographique du musée Albert Kahn entre 1977 et 1995, laboratoire qui avait été mis à l'arrêt pendant 50 ans. Alors âgé de 24 ans, en quête de conseils, vous avez rencontré Pierre Gassman pour créer ce laboratoire. Quels souvenirs conservez-vous de cette rencontre ? Alors, cette rencontre, elle s'est passée vraiment dans les mois qui ont suivi mon arrivée au musée Albert Kahn, c'est-à-dire en fait pendant l'hiver 77-78, parce que donc j'avais la charge de d'installer un laboratoire, on va dire, dans le musée Albert Kahn, parce que le laboratoire historique, naturellement, était relativement ancien. Et donc, au-delà de la formation que j'avais reçue à l'école Louis Lumière, j'étais naturellement à la recherche d'informations, de conseils, de recommandations. Et puis j'étais très très jeune à l'époque, naturellement, j'avais 24 ans à peu près. Donc j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc mon conservateur du moment, Jeanne Beausoleil, qui était en contact avec Picto au niveau commercial, m'avait mis en relation avec Pierre Gassman, qui m'avait reçu de manière très aimable dans une des annexes du moment de Picto, qui était dans le 15e arrondissement, ce qui était en plus pas très loin de Boulogne, où nous étions installés. Et je me rappelle approximativement, mais j'ai quand même pas mal de choses qui sont restées un peu imprimées dans ma mémoire, de cette rencontre dans un café qui était devant, là, au carrefour du laboratoire, à la rue des Entrepreneurs. Et donc, là, c'était une rencontre intéressante pour moi, parce que Pierre Gassman, c'était quand même à l'époque un monsieur qui représentait bien le secteur du laboratoire professionnel et son histoire également. Et puis moi, j'étais un tout jeune étudiant fraîchement émoulu d'une école de photographie, donc j'avais beaucoup de choses à écouter. Et je me souviens que, alors, paradoxalement, on n'a pas trop parlé de laboratoire couleur parce que pendant toute sa vie, et y compris à cette époque-là, Pierre Gassman s'est toujours intéressé au noir et blanc. Et je crois savoir que c'est ses enfants qui ont pris la suite pour la couleur. Et lui était vraiment passionné par le noir et blanc. Mais par un concours de circonstances, dans cette partie finissante de sa carrière professionnelle, il s'intéressait au patrimoine photographique et il collaborait avec un de mes anciens professeurs de l'école Lumière, qui était Yves Aubry, qui était enseignant et historien, et qui s'occupait de ce qu'on appelait à l'époque la partie culturelle des expositions du Salon de la photographie. Et à cette époque-là, Pierre Gassman était engagé dans plusieurs chantiers extrêmement novateurs pour l'époque, de retirage de négatifs anciens, et notamment des négatifs d'Adjet, qui étaient présents pour une part importante dans les collections parisiennes. Il y avait pas mal de questionnements par rapport à la façon d'aborder ces retirages de plaques anciennes après la disparition des photographes, des auteurs naturellement, et un peu ce que l'on pouvait faire ou ne pas faire. Et ça recoupait totalement la problématique fondamentale du musée Albert Kahn à l'époque, qui était un musée unique, alors unique par sa composition au niveau des plaques autochromes, parce qu'en fait il y avait deux collections mondiales de cette ampleur, Albert Kahn et la collection américaine à Washington du National Geographic Society, le magazine. Et donc pour l'autochrome, on savait très bien déjà à cette époque-là qu'il était globalement impossible de montrer des originaux, ce qui est déjà dans le milieu patrimonial était une problématique entière et autonome qui dure encore aujourd'hui. Et donc se posait, mon conservateur à l'époque était tout à fait convaincu de la fragilité des autochromes, tout le monde ne l'était pas à cette époque-là, et donc il fallait trouver des solutions de reproduction qui soient satisfaisantes d'un point de vue technique, d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique aussi en termes de conservation, et donc la problématique était aiguë. Et donc pour une part importante, au-delà du fait que les autochromes étaient en couleur et que les plaques d'Adjet étaient en noir et blanc, on retrouvait quand même cette problématique du tireur devant cet original ancien, sans avoir le contact naturellement avec l'auteur des photographies, où il fallait assumer, on va dire, des initiatives en termes de rendu. Donc c'est un débat qui n'est pas encore terminé aujourd'hui, qui démarrait à cette époque-là. Et du coup, on a parlé assez longuement de ça. Il m'a parlé des essais qu'il avait faits, du regard qui était pensé sur les tirages par ses différents commanditaires, qui naturellement n'étaient pas tous d'accord. Et donc la discussion était vraiment ouverte à cette époque-là sur cette question du retirage. Et donc cette discussion, finalement, elle n'a pas été très technique. Moi, sur le coup, j'étais un peu déçu parce que j'avais plein de questions un peu très précises sur la couleur, parce qu'à l'époque, c'était compliqué la couleur pour tout le monde en laboratoire.
laboratoire en particulier. Mais finalement, moi, ça m'a éveillé un peu l'esprit parce que tout ça, je le percevais, mais j'avais très très peu d'éléments à mettre derrière. Et donc, ça s'est resté un petit peu gravé. Et puis après, j'ai eu l'occasion de le recroiser à différentes occasions. Mais c'est surtout ce premier échange qui, pour moi, a été l'échange le plus profitable et le plus mémorable, on va dire. Au-delà de la réalisation des tirages dont vous aviez la charge pour les expositions de musée, quelles ont été vos actions menées au sein de ce laboratoire ? Alors déjà, ce laboratoire, quand je suis arrivé, il n'existait pas. Donc en étant très optimiste, c'était un laboratoire noir et blanc, mais qui ne correspondait pas du tout naturellement aux enjeux du moment. Et donc, il a fallu mettre en place un laboratoire, donc ça a pris un an et demi. Et puis après, une fois que ce laboratoire était en place, il a fallu faire des choix techniques en termes de procédés et de stratégie de tirage qui intègrent justement les particularités techniques de la plaque autochrome. Et comme je le citais précédemment, il n'y a que 2 collections qui étaient concernées par ça au niveau mondial. Et des 2, nous étions la seule qui était vraiment impliquée dans un processus un peu engagé de reproduction et de tirage moderne. Et donc ce parcours, avant d'arriver dans les procédés couleurs disponibles du moment qui commence à être un peu opérationnel, il passait nécessairement par une connaissance un peu améliorée et approfondie de la plaque autochrome, parce qu'à cette époque-là, globalement, on ne disposait que des informations historiques datant de la période d'utilisation de la plaque autochrome, donc schématiquement 1907-1930, mais globalement il n'y avait pas eu de travaux modernes qui approfondissaient un peu le problème. Et ces plaques autochromes avaient une structure particulière parce qu'elles étaient à la fois noir et blanc et couleur. C'est à la fois, tout le monde sait qu'il y a des fécules de pommes de terre colorées en trichromie qui donnent la couleur dans la plaque autochrome, mais il y a également une émulsion noir et blanc inversible, très très fine, très particulière. Et donc il a fallu adapter des dispositifs de tirage dans un premier temps, avant d'arriver au procédé de tirage. Donc adapter des lumières, on va dire des lumières de reproduction, donc en fait, schématiquement modifier un peu des agrandisseurs, des procédures de tirage. Et puis après choisir des procédés. Schématiquement, il fallait trouver 2 procédés. Il fallait trouver un procédé pour les tirer sur papier. À l'époque, on envisageait que le tirage sur papier, on n'était pas encore arrivé au tirage transparent sur grand format qui sera utilisé chez Albercan plus tard. Et puis, il fallait aussi un secteur qui m'a beaucoup occupé, qui était vraiment vital pour la collection, c'était ce qu'on appelait la duplication art graphique dans le vocabulaire des labos professionnels de l'époque, c'est-à-dire en fait faire des copies sur film inversible de grand format, donc entre le 4-5 inch et le 8-10 inch, pour donner aux éditeurs, aux journalistes. Et donc ça a supposé à la fois une réflexion technique, purement technique, mais aussi une réflexion sur l'aspect conservation. Et il faut se replacer dans le contexte de la conservation à Paris et en France, plus largement, dans les années 70. Par exemple, moi, j'avais fait l'école Lumière, cette discipline n'était pas du tout enseignée. Donc, en fait, moi, j'avais fait un petit peu mes universités, si on peut dire, dans ces différents milieux professionnels, pour un peu compléter tout ce que j'avais appris et tout ce que je n'avais pas appris et qui me restait à apprendre. Donc, pour une part importante, ça a été un processus d'auto-formation, mais qui s'est fait avec beaucoup de collaboration, beaucoup de rencontres, donc qui était très humain dans ces circuits fonctionnels. Ouais. Selon vous, quels sont les prochains enjeux associés au tirage et à sa pratique ? Alors, là, je les vois depuis ma fenêtre. Donc, c'est la fenêtre d'une école, qui est un lieu un peu privilégié pour observer tout ça. Bon, naturellement, moi, c'est un domaine qui me passionne depuis que je suis étudiant. Donc, j'ai suivi en temps réel l'histoire du tirage et des tireurs depuis que je suis étudiant. Donc, c'est une histoire très vivante de mon côté. Ça questionne beaucoup les profs, les enseignants dans les écoles, en France et à l'étranger. La problématique actuelle majeure, actuellement, je dis pour moi, mais je pourrais dire pour nous, pour l'équipe d'enseignants dans laquelle je me situe, c'est vraiment la problématique de transmission. Parce qu'on est vraiment dans une charnière générationnelle. Schématiquement, maintenant, chaque année, la moitié des étudiants qui rentrent dans une école de photographie ont appris la photographie avec le numérique. Donc l'argentique, pour eux, c'est la photo des parents, des grands-parents. Et donc, il y a eu une petite rupture, il y a eu une rupture générationnelle dans la transmission qui s'est accélérée par le fait qu'il y a quand même un certain nombre d'écoles françaises et étrangères
qui ont arrêté l'enseignement de l'argentique dans les programmes académiques, on va dire, aux différents niveaux de diplôme. Ce n'est pas le cas de toutes les écoles, hein. Il n'y a pas que la nôtre qui fait de l'argentique, il y en a d'autres, mais globalement, il y a quand même des écoles. La cassure s'est produite au niveau des années 2000-2010, hein, aussi bien côté américain que côté européen. Hein. C'était largement partagé. Et les écoles qui sont engagées dans un flux 100% numérique au niveau de la pédagogie, et d'autres qui ont conservé ce qu'on appelle aux États-Unis les wet dark rooms, c'est-à-dire que les chambres noires humides, celles où on manipule des procédés humides. Donc là, l'enjeu, maintenant, il se durcit parce que la flèche du temps fait son travail et cette mémoire de l'argentique et de tout ce qui va avec, hein, derrière l'argentique, on va mettre plein de choses. Cette mémoire, elle disparaît progressivement avec les acteurs qui l'ont portée aux différentes époques. Et le meilleur moyen, on va dire, de limiter un petit peu le problème, c'est en fait d'essayer de maintenir, nous on en est convaincus à la lumière, mais il faut partager le message, c'est une bonne journée pour le faire, il faut maintenir l'enseignement de l'argentique, voire plus largement des procédés humides antérieurs à l'argentique, y compris dans les écoles de photographie, parce que les écoles de photographie jouent un rôle un peu de conservatoire, hein, également à toutes les époques de l'histoire de la photographie. Et ça, ce sentiment, il est partagé à lumière au niveau de mes collègues du son, du cinéma et de la photo, parce qu'on a la chance d'avoir une école qui héberge ces trois disciplines. C'est qu'en fait, si on prend la photographie, mais c'est pareil pour le son, l'image animée, quand la lumière arrive sur un capteur numérique, au temps 0 ou au temps 1 de l'enregistrement, le signal est analogique. Et c'est seulement après qu'il y a une petite boîte noire un peu magique qui est connue que du fabricant, dans laquelle se fait la conversion, l'échantillonnage et le passage de l'échelle analogique à l'échelle numérique. Et donc le signal analogique, il est totalement présent aujourd'hui dans toutes les chaînes de production numérique. Et donc pour comprendre son codage, on va dire numérique, il faut connaître sa source analogique. Donc la réflexion analogique, elle est fondamentale. Et au-delà de ça, si on revient sur l'argentique, ce procédé, il a un très gros avantage aujourd'hui en termes pédagogiques qui dépasse largement ses champs de compétences, c'est la lenteur. Hein, c'est un reproche objectif qu'on lui a fait pendant très très longtemps, voire encore aujourd'hui. Mais maintenant, c'est aussi une qualité. Parce qu'à une époque où les jeunes gens qui arrivent dans les écoles de photographie sont dans des cycles de perception, d'évaluation, de décision de plus en plus rapides, c'est intéressant, au moins dans le temps pédagogique, de trouver des outils bien laborieux qui ralentissent ce temps photographique. Et l'étudiant aura beaucoup plus de temps pour se questionner sur le geste et sur sa perception visuelle de l'image qu'il a sous ses yeux, et il n'aura pas le doigt contracté sur la souris pour déclencher une opération de traitement qui va le dépasser complètement et qui va l'emmener sur des chemins un peu non maîtrisés, quoi. Avez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous ? L'anecdote, elle va nous ramener un peu au début de la conversation et de l'échange et de la rencontre avec Pierre Gassman. On a quand même parlé un petit peu de photographie couleur. Et bon, là, on est en 77, hein, fin 77, début 78. C'est vraiment la décennie où la photographie couleur rentre vraiment dans les usages des labos pro et ça commence un peu chez les amateurs. Donc c'est vraiment la décennie qui voit une forme de démocratisation de la couleur. Et alors quand je suis arrivé au musée Albert Kahn, les expositions étaient déjà en place et donc elles étaient tirées par des grands labos parisiens sur les procédés de l'époque. Et une chose qui est restée gravée dans ma mémoire depuis cette époque-là, c'est qu'en fait, de manière tout à fait normale, les expositions duraient 3 mois. Et en fait, au bout de 3 mois, quand on décrochait l'exposition, tout partait à la poubelle. Parce qu'en fait, les tirages n'étaient plus regardables. Et en fait, schématiquement, les visiteurs qui avaient vu l'expo le premier ou le deuxième mois avaient déjà eu un regard plus favorisé, on va dire, par rapport aux images. Ceux qui l'avaient vu le dernier mois avaient vu déjà des images dégradées. Ça voulait dire en fait que les images sur papier couleur, négatif, positif, accrochées au mur, alors, à l'époque on éclairait de manière un peu généreuse, on n'était pas comme maintenant, donc c'était éclairé
on voyait très bien les tirages parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Et en même temps, ça amplifiait quand même les problèmes qui étaient bien présents. Mais donc, la durée de vie d'une épreuve accrochée était de 3 mois. Dans certains procédés, notamment les procédés qui étaient utilisés par les sous-traitants de l'époque qui travaillaient avec le musée. Donc, après, dans la suite de ma carrière, j'ai vu l'amélioration très progressive, hein, très laborieuse de l'espérance de vie, hein, telle qu'on l'a définie par le terme technique et scientifique, des photographies couleur, qui est devenue à peu près acceptable dans la fin des années 80, que l'on croyait quasiment inespérée dans les années 2000. Et après est arrivé le numérique. Donc ma carrière m'a permis de voir croître de manière quasi exponentielle la durée de vie des images en couleur. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement résistantes aujourd'hui. On peut toujours avoir des petites approches critiques. Mais quand on a connu cette époque-là, le gain en termes d'espérance de vie est phénoménal. Et ça, c'est vraiment un souvenir et une perception qui m'a accompagné, parce que moi, chaque fois que je parle de conservation, j'essaye de mettre un peu en perspective ces différentes décennies pour bien faire percevoir aux gens avec qui je suis d'où on vient et où on va, quoi. Et globalement, il y a quand même eu des progrès extrêmement importants. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir répondu à nos questions.